Penchons sur le cas du Qatar et faut-il en avoir peur ? Comment un pays grand environ comme la Corse, d'1,5 million d'habitants, dont 200 000 Qataris seulement, est-il en train de conquérir le monde ? Médias, sport, diplomatie, finance, immobilier, cet État confetti, adepte de l'islam wahhabite le plus rigoureux qui soit, trace sa route de manière insolente et sans que cela soulève en apparence la moindre critique, en tout cas sans qu'elle s'exprime librement, s'il y en a des critiques, et j'espère qu'on en entendra quand même ce soir. Pierre d'angle des ambitions de l'émir Al Thani, c'est bien la chaîne de télévision Al Jazeera qui relaie les choix politiques du Qatar, déstabilise les dictateurs alors qu'il n'y a pas de liberté de la presse au Qatar, de la Tunisie au Yémen en passant par la Libye, où elle a servi de caisse de résonance à la mouvance islamique, mais a sous-traité par exemple au soulèvement chiite de Bahreïn, de peur sans doute d'irriter l'Arabie saoudite voisine. Mais le Qatar, c'est aussi l'argent du gaz, beaucoup d'argent. Elle est le premier producteur mondial de gaz qui lui fournit un impressionnant réservoir de devises, lesquelles alimentent l'un des plus riches fonds d'investissement souverains du monde, avec 700 milliards de dollars. Ça permet d'en acheter des entreprises, des clubs de football. Le sport en particulier est devenu en effet, on le voit, la vitrine mondiale du Qatar, avec évidemment le Paris Saint-Germain. On en parle beaucoup ces jours-ci avec l'arrivée de Beckham, les partenariats avec des clubs espagnols ou anglais, et puis l'apothéose que sera 2022, l'organisation de la Coupe du monde de football. L'ambition de la diplomatie qatari semble être de concurrencer l'Arabie saoudite et elle y parvient grâce à un activisme tous azimuts qui lui permet aujourd'hui, c'est une gageure, d'avoir d'aussi bonnes relations avec l'Iran qu'avec Israël. Le Qatar qui semble avoir depuis quelque temps un penchant particulier d'ailleurs pour la France et on en parlera ce soir. Avec mes invités, je vous les présente. Olivier Dallage est journaliste à RFI. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, notamment un livre sur le Golfe Persique, c'est 30 années qui ébranlèrent le Golfe aux éditions du Cygne. Ahmed El-Kadidi, président de l'Académie européenne des relations internationales, vous êtes un ancien ambassadeur de Tunisie au Qatar. Vous y étiez encore oui. il y a peu de temps. Majid Bouden, vous êtes avocat, président de l'Association des avocats en droit international. Et puis, il est avec nous en direct d'Arles. Luc Dayan, consultant pour Callium Investissement. C'est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations au Qatar. Il est avec nous, c'est pour ça qu'il a son appareil sur l'oreille, via Skype. Ça marche très bien. Bonsoir messieurs. On va commencer peut-être par parler effectivement de ce pour le quoi on a beaucoup parlé du Qatar ces derniers temps, c'est-à-dire son rôle dans les révolutions arabes. Et puis je pense que s'il y a une stratégie d'influence du Qatar, vous serez d'accord avec moi pour dire que le centre de tout ça, c'est la chaîne de télévision concurrente de France 24, Al Jazeera. N'est-ce pas, monsieur El-Kadidi ? Vous voulez commencer par moi ? Pourquoi pas ? Parce que vous connaissez bien le Qatar et que vous êtes tunisien. Oui. Et qu'on a dit que je suis tunisien, j'ai enseigné à l'université du Qatar pendant 13 ans également. Et je peux dire que j'ai vécu la naissance de la société civile qatarienne, avec notamment la prise du pouvoir de Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani, c'est une prise de pouvoir qui a été déterminante. Lui et son épouse Cheikh Hamouza. Il a renversé son père, il faut le rappeler. Hein. Oui, ça c'est pour l'histoire. En Suisse. Il a pris le pouvoir, il a fait de son pays un pays connu, reconnu, quoique parfois critiqué, c'est tout à fait normal. Est-ce que globalement vous considérez que l'influence du Qatar est positive sur les affaires du monde ? Elle est effective. Ça c'est bien du vocabulaire de diplomate, ça. Elle est effective. Moi, à mon sens, elle est positive dans le sens où Cheikh Hamad était fidèle à lui-même. Il a réussi à faire bouger les choses dans le monde arabe. Et il faut avouer que maintenant, nous sommes en 2011, les choses ne sont plus ce qu'elles étaient en 1995 ou 1996, à la naissance réelle de l'État du Qatar, avec Al Jazeera, avec une diplomatie très audacieuse, très inventive, très intelligente. Et tous azimuts. Et tous azimuts ça, également. C'est peut-être un cas... Vous l'avez bien dit, elle a de bonnes relations, le Qatar a de bonnes relations aussi bien avec l'Iran qu'avec Hugo Chavez, qu'avec Israël et avec les États-Unis. Olivier Dallage, comment est-ce qu'une chose pareille est possible ? Parce que c'est un petit pays avec beaucoup de moyens. C'est-à-dire que ce qu'on accepte du Qatar, on ne l'accepterait pas d'un plus grand pays. Qui a à sa tête quelqu'un qui a une vision stratégique. Il ne faut pas s'imaginer qu'il se dit tous les jours « j'ai de l'argent, qu'est-ce que je pourrais bien en faire ?» Il a vraiment planifié la mise sur la carte du monde du petit pays dont il avait hérité de son père, en le renversant au passage. Mais donc, il s'agit véritablement d'une stratégie pour lui permettre à la fois de résister à ses puissants voisins, l'Iran, l'Irak et surtout l'Arabie saoudite, en créant des conditions telles que son rôle est reconnu. Et
le rôle du Qatar au cours des 15 dernières années a évolué, c'est-à-dire que selon les périodes, la politique n'est pas la même parce que ça correspond justement à la montée en puissance de l'influence du Qatar. Et c'est quand même un numéro de funambule absolument incroyable, parce que par exemple, il a organisé la visite d'Ahmadinejad au Liban, et il est allé en Israël. Bon, les relations sont un peu refroidies en ce moment, mais c'est conjoncturel. Il est allé il y a des images qu'on peut voir où il serre la main de Tzipi Livni à l'époque où elle est ministre des Affaires étrangères. Bon, prenons l'Iran. Il est obligé d'avoir de bonnes relations avec l'Iran parce que les deux pays dorment sur une énorme poche de gaz qui est partagée au milieu du Golfe. Donc de toute façon, le Qatar ne peut pas être en mauvais termes avec l'Iran. Et ça, les Américains le comprennent très bien. Ça n'empêche pas qu'il ait de bonnes relations avec les États-Unis, ce qu'à leur tour, les Iraniens comprennent très bien, et ainsi de suite. Mais il le comprendrait, vous l'avez dit, beaucoup moins d'autres États. Parce que la stratégie... C'est simplement le fait d'être petit, c'est ça? Non, parce que Cheikh Hamad a vraiment une politique, une stratégie, et j'ai oublié de dire, ils sont très peu à décider au Qatar. Il y a l'émir, l'une de ses épouses, et son cousin, qui est à la fois ministre des Affaires étrangères et Premier ministre, et ces trois-là font la politique du Qatar. Avec probablement ce coup de génie, on peut en parler ainsi, de s'être dit que le vecteur de cette influence, ce serait une chaîne de télévision satellitaire, peut-être au tout début de la révolution des télévisions satellitaire, qui a été Al Jazeera. Mais avec le paradoxe qu'il n'y a pas de liberté de la presse au Qatar. Ça dépend de quel point de vue on se place. La première chose qu'il a faite en arrivant au pouvoir en 1995, c'est d'abolir le ministère de l'Information et de supprimer la censure. Alors, est-ce que ça veut dire que les journalistes du Qatar pouvaient écrire tout ce qu'ils voulaient? Non. Simplement, au lieu que quelqu'un lui dise « tu ne peux pas écrire ça », il devait le découvrir lui-même. Bon, c'est un petit peu ambigu, mais de fait, quand même... Mais il n'y a pas de censure officielle. Voilà. Cela dit, il y a l'autocensure alors. Il y a autocensure naturellement, mais ce qui est très important, c'est qu'on parle d'Al Jazeera. Très rapidement, il a bénéficié d'un échec de la BBC pour récupérer des journalistes formés par la BBC. Et il a lancé un concept qui était entièrement nouveau dans l'audiovisuel arabe. Alors depuis, ça a été imité par beaucoup d'autres. Donc Al Jazeera aujourd'hui a une position acquise, elle n'est plus la seule. Mais à l'époque, elle était la seule. Et pionnière. Même ceux qui ont suivi, absolument. Ils sont arrivés à avoir un peu d'audimat, mais jamais à égaler Al Jazeera. C'est une diplomatie qui rappelle un peu la diplomatie américaine. Elle est fondée sur quoi, la puissance américaine? Elle est fondée sur un appareil militaire important, c'est la force. Elle est fondée sur la force de dissuasion pour les États-Unis. Le Qatar n'a pas une armée très puissante. Justement, j'en arrive, justement. Ouais. Et puis, la diplomatie américaine, elle est fondée sur la puissance financière. Elle est la première puissance financière du monde. Et elle est fondée, on l'oublie souvent, sur Hollywood. Hollywood, c'est une pièce maîtresse dans le dispositif américain. Alors, que fait le Qatar? Al Jazeera, c'est le storytelling du Qatar. Voilà. Al Jazeera, c'est ce qui remplace ce bras, ce bras culturel, ce bras média, ce bras d'influence. On trouve des DVD dans chaque pays, dans chaque foyer dans le monde, et Al Jazeera est en train, elle a une audience de 85 millions de téléspectateurs. Elle est dans le monde arabe aujourd'hui, surtout, elle est très influente, elle est la première chaîne. Et puis, dans les pays d'Afrique du Nord, elle est au coude à coude avec France 24. Donc, le Qatar se met sur le même plan qu'une puissance importante qui est la deuxième ou la troisième puissance du monde, ou quatrième puissance du monde, la France. Et donc, cinquième en fait. Cinquième. Mais ça dépend c'est globalement. Mais pour certaines choses, en Afrique du Nord, elle est la deuxième puissance. Bon. Donc, le Qatar a trouvé ce billet pour jouer un rôle. Et c'est ça, ce côté, c'est ça la plus-value. Elle a les fonds financiers et elle a Al Jazeera. Il y a beaucoup d'ambiguïté et de paradoxes avec le Qatar. C'est-à-dire que dans un premier temps, effectivement, les rues arabes qui se sont révoltées étaient enthousiastes en voyant qu'ils étaient couverts par cette chaîne satellitaire qui parlait au monde entier. Et en même temps, petit à petit, il y a eu des critiques sur le poids du Qatar dans les processus de transition dans ces pays-là. Je voudrais vous faire entendre l'ambassadeur libyen à l'ONU, Abderrahmane Chalgan, que j'ai rencontré il y a un mois environ au Maroc. Voici ce qu'il disait sur le rôle du Qatar. On est après la révolution libyenne, sur le rôle du Qatar dans la transition démocratique. Au sujet de nos relations avec le Qatar, nous sommes reconnaissants. Ils ont fait beaucoup pour nous sur le plan politique, militaire ou financier. Mais nous leur demandons, ne vous immiscez pas dans notre politique intérieure et maintenez la même distance avec les autres factions libyennes. Voilà, Abderrahmane Chalgan, l'ambassadeur libyen à l'ONU. Et on pourra ajouter qu'en Tunisie, il y a une polémique actuellement sur le nouveau ministre des Affaires étrangères, qui est le gendre de Rached Ghannouchi, et qui a été membre du conseil d'administration d'Al Jazeera. Alors on le présente comme l'homme du Qatar.
C'est un homme qui est capable, à mon avis, de diriger les affaires étrangères de la Tunisie. C'est un homme jeune qui a fait les relations internationales, qui a été persécuté pendant une vingtaine d'années. Ce n'est pas sa parenté avec Cheikh Ghannouchi qui peut le handicaper. Et le fait qu'il a travaillé pour Al Jazeera. Beaucoup de leaders dans le monde arabe maintenant sont passés par le Qatar. Parce que le Qatar, il ne faut pas l'oublier aussi, il faut faire un peu d'historique. Depuis les années 60, elle a reçu les opposants. Les frères musulmans, la première station pour eux, c'était où l'Arabie Saoudite, qui ne voulait pas, dans les années 70, qui ne voulait plus d'eux. Ils sont allés vers le Qatar. Les journaux qatariens ont travaillé beaucoup pour faire entendre la voix discordante des exclus et des opposants arabes. Moi-même, j'ai eu la protection de l'État du Qatar en 92, lorsque j'étais poursuivi par le régime Ben Ali et par Interpol. Elle m'a hébergé, j'ai travaillé pendant 13 ans dans cet État. Il y a des traditions d'accueil et d'hospitalité envers les opposants. Al Jazeera a continué, et l'État du Qatar a continué cette tradition. Ce n'est pas une cassure, ce n'est pas une rupture. Olivier Dallage, est-ce que parfois ça va trop loin, le rôle du Qatar, et qu'il y a des voix qui... Le Qatar ou Al Jazeera? Via Al Jazeera, mais le Qatar, on a expliqué qu'au fond, la stratégie de Al Jazeera est au centre de cette stratégie diplomatique d'influence. Avec Al Jazeera, le Qatar s'est brouillé pratiquement avec tous les pays arabes et une bonne partie des pays occidentaux. Bah oui, mais maintenant, ces régimes-là sont renversés. Mais à tour de rôle. Oui. Bah oui. Et par exemple, quand Moubarak est venu visiter le Qatar il y a un certain nombre d'années, il a demandé à visiter le siège d'Al Jazeera. C'était à l'époque une toute petite rédaction. Ouais. Et il a dit, c'est cette boîte d'allumettes qui provoque autant d'étincelles. Voilà. Oui. Et l'astuce, c'est précisément que les difficultés créées par Al Jazeera permettaient à l'émir de dire au nom de la liberté d'expression, je n'interviens pas, moyennant quoi il y avait un effet d'image dont il bénéficiait, puis après on renouait. Oui, le Qatar peut aller trop loin. Il est allé trop loin avec ses voisins, avec les pays du Golfe. L'émir du Qatar a boycotté des sommets du Golfe, il a claqué la porte, il s'est fâché avec l'Arabie Saoudite, très fort. Il y a même eu des incidents frontaliers qui ont fait des morts entre l'Arabie et le Qatar en 92. En 91, oui. 92, oui. Enfin, c'était avant qu'il arrive au pouvoir, mais il était déjà l'homme fort du pays. Ce qui explique peut-être qu'Al Jazeera a calmé le jeu sur Bahreïn, par exemple, parce que l'Arabie Saoudite a dit que c'était une ligne rouge à ne pas franchir. Bon, les tensions entre l'Arabie Saoudite et le Qatar appartiennent au passé. Depuis environ 2 ans, ils collaborent très étroitement. Et ce qui s'est passé en Libye, ce qui se passe au Bahreïn, ce qui se passe surtout en Syrie, se fait en coordination entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Il n'y a pas de rivalité comme il y a pu y en avoir 2 ou 3 ans avant. Ce qui peut expliquer la timidité relative d'Al Jazeera sur les événements en Bahreïn, comparé à ce qu'ils ont fait sur l'Égypte, ce qu'ils ont fait sur la Tunisie. Et pareil sur le Yémen d'ailleurs. Pareil sur le Yémen. J'en profiterai pour dire qu'Al Jazeera parle de tous les pays, mais ne parle quasiment jamais du Qatar. Ah oui, non, mais c'est ce que je disais. Effectivement, c'est l'autre paradoxe. Alors, nous avons Luc Dayan, je ne l'ai pas oublié, qui est par Skype à Arles. Luc Dayan, vous allez peut-être nous parler surtout de sport et de football, mais comme vous connaissez bien le Qatar, j'aimerais bien avoir votre avis aussi sur... Parce que tout ça s'inscrit dans le même schéma, c'est-à-dire une stratégie mondiale d'influence. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, moi, ce que j'ai compris, j'y suis allé pour la première fois en 2003 pour effectivement travailler pour le club de la famille royale, donc le club d'Al Sadd. Je suis un spécialiste en restructuration de clubs de foot. Et donc, j'y suis allé pour la première fois à cette époque et j'y ai passé presque 2 ans en y allant 2 fois par mois. Donc, le rapport que j'ai, donc je me suis effectivement posé énormément de questions. Moi, je suis juif d'origine tunisienne, français, et je suis né en France, je suis français à 100%. Et donc, je me suis demandé quel était cet État, comment il fonctionnait. J'ai vu que Al Jazeera embauchait beaucoup de gens qui travaillaient avec moi à l'époque où j'étais consultant pour Canal+. Donc, je me suis vraiment posé ces question. L'ambassadeur de France à l'époque m'avait donné un certain nombre de réponses. Il me dit il y a d'énormes réserves de pétrole et de gaz. Il y a la première base militaire américaine. Donc c'est un État qui est sécurisé. Les puissances occidentales le protègent militairement. À partir de là, Al Jazeera, le sport sont des vecteurs de communication. J'ai eu la chance de rencontrer et de connaître assez bien effectivement les enfants de l'émir. Et une des premières choses qui m'a été dite, c'est le commerce, c'est la paix. Donc ne vous préoccupez pas non plus nécessairement des logiques de retour sur investissement. On construit un pays, on a une utopie, une vision. Et d'ailleurs, j'entendais un de vos invités dire qu'il y avait une stratégie, elle est même écrite, mais on m'a donné à lire la stratégie du Qatar jusqu'à 2030.
avec des éléments sur la religion, sur la communication, sur l'industrie, sur l'énergie. Les objectifs, c'est quoi? À mon petit niveau, c'est comme ça que je vis la relation avec cet État. Alors, Luc Dayan, puisque vous acceptez de nous parler de cet aspect-là, c'est quoi l'objectif ultime? C'est de pousser les islamistes partout? Frères musulmans, salafistes? En tout cas, c'est pas écrit comme ça. C'est au contraire, c'est une vision de progrès, c'est une vision de lumière. C'est quand vous avez une cité de l'éducation, quand vous avez la reconnaissance d'un certain nombre de droits des femmes. Les femmes travaillent. La Cheikha Moussa a une influence colossale. Il y a un rapport à la culture, il y a un rapport à l'art, il y a un rapport au sport. Alors, ce qui est certain, c'est que parfois les choses sont faites très rapidement, parfois maladroitement. Parfois sans prendre en compte un certain nombre de paramètres plus subtils que nous, Européens, avons l'habitude parfois de prendre en compte et qui parfois nous font aussi ne pas faire les choses. Il y a une puissance financière, c'est sûr, mais il y a une utopie, il y a une vision. Moi, c'est en tout cas celle qui m'a plu. J'espère qu'elle va continuer et j'ai pas eu l'impression, quand j'ai travaillé là-bas, d'être dans un repère d'islamistes. Alors, dans ces cas-là, il faut expliquer pourquoi... Islamistes fondamentalistes. D'accord. Alors, peut-être faut-il faire la nuance. Olivier Dallage, quand même, on a vu que via Al Jazeera, les personnalités politiques des printemps arabes qui étaient poussées, je vous pose la question à tous, c'était quand même davantage ceux issus des courants islamistes que les démocrates modernistes qui, eux, se plaignent de ne pas avoir eu le même accès à Al Jazeera. Ça, c'est quand même une réalité, donc c'est un choix politique. Oui, enfin, en même temps, la réalité de la population des pays concernés était que le courant islamiste était malgré tout plus important. Alors on peut dire l'un et l'autre. On peut dire que aussi qu'Al Jazeera a boosté ces courants. Ce qui est vrai, c'est que la dernière période d'Al Jazeera est différente de la première. La première ratissait tout le spectre de l'opinion publique arabe, politique arabe. C'est-à-dire les nationalistes, y compris les marxistes, les athées, et bien entendu toute la gamme des religieux musulmans et des islamistes. Et puis à partir de 2003, on a mis une sourdine aux critiques, je dirais, de gauche ou nationalistes, qui critiquaient les Américains, l'Arabie Saoudite. Et c'était le début de la normalisation avec l'Arabie Saoudite et aussi de meilleures relations avec les Américains. Donc ce qui est vrai, c'est que le Al Jazeera d'aujourd'hui est plus conservateur, plus religieux que celui de la première période. Puis-je ajouter quelque chose en répondant à votre question? Il y a comme une doctrine chez les décideurs qatariens auxquels j'étais frotté pendant une vingtaine d'années, c'est que la victimisation et la répression des mouvements islamistes les radicalise et en fait des mini-mouvances terroristes. Ça, à mon avis, ça a été prouvé par les événements. Et comme disait De Gaulle, on ne peut pas faire de la politique en dehors des réalités. Donc il faut les pousser dans le jeu politique. Dans le jeu politique pour qu'ils soient acceptés, pour qu'ils soient modérés. Et c'est le cas des Turcs aussi. N'oublions pas qu'Arbakan aussi est passé un petit peu par le Qatar. On l'a aidé. Ils l'ont aidé sur le plan arabe aussi. Arbakan, le professeur de Rajab Tayyip Erdogan et de Abdallah Gül. Bien sûr. Explication intéressante, effectivement, même si les autres démocrates se plaignent beaucoup d'être défavorisés par ce poids quand même, et particulièrement en Tunisie, dont je reviens aussi. Un petit mot, si vous voulez bien. Mais il faut... Un petit mot dans le même sens. Parce que là, on va faire la pause. Oui, dans le même sens. On se retrouve juste après. Non, il faut que je vous interrompe. L'heure, c'est l'heure à la télévision, vous savez, c'est comme ça. On se retrouve juste après la pause. Rappel de l'actualité et la suite du débat. Restez avec nous. Ça continue. Deux personnes en kayak et pourquoi pas quelques milliers à une fête à Poznan. Cette fille seule au bord de la mer ou c'est quelques marins sur un yacht dans la baie? C'est quelques personnes à Gdańsk ou alors celui-ci avec le bison vous convaincra peut-être mieux. 8 scouts, 2 grimpeurs sur une paroi, 5602 guitaristes à Wrocław et à Varsovie 43 000 supporters de football, un groupe d'acteurs à Cracovie. Combien de Polonais faut-il pour que vous veniez en Pologne? Soyez le bienvenu.